Je m'appelle Marianne. J'ai 60 ans. Veuve depuis bientôt plusieurs années, je vis à Tarbes dans la maison que mon mari avait patiemment restaurée de ses propres mains. Chaque mur, chaque poutre conserve la mémoire de nos années de travail et d'amour. Depuis sa disparition, cette maison est devenue mon refuge, ma bouée de survie. C'est ici que j'ai élevé mon fils unique, Damien. C'est ici que je pensais avoir bâti le socle solide d'une famille unie. Ce dimanche de Pâques, je me suis préparée avec le même soin qu'autrefois, comme lorsque mon mari était encore là. J'avais installé une longue table sous la véranda, recouverte d'une nappe brodée transmise par ma mère. Quelques bouquets de lilas parfumaient l'air. Je nourrissais l'espoir silencieux que ce repas pourrait rassembler nos proches, comme avant, et que les rires viendraient effacer les rancunes accumulées. Ils sont arrivés vers midi. Mon fils Damien, élégant dans sa chemise neuve, était accompagné de sa femme Aurore. Derrière eux, leurs 2 enfants, tout excités par les cloches de Pâques, et même la famille d'Aurore, ses parents et sa sœur. Je les ai accueillis avec des sourires, distribuant des bises et serrant des mains. J'ai cru percevoir dans le regard d'Aurore une pointe d'impatience, comme si elle se forçait à venir. Le repas s'est déroulé dans une joyeuse cacophonie. Les enfants couraient dans le jardin, tandis que les adultes discutaient de vacances, de projets immobiliers et d'autres plans. Je servais les plats en silence, heureuse malgré tout de les voir chez moi. Puis, après le gigot et juste avant le dessert, Aurore a fait signe aux enfants d'aller chercher un grand sac coloré. « Allez, distribuez », lança-t-elle sur un ton enjoué. Les enfants ont sorti des paquets soigneusement emballés. Une bouteille de vin rare pour leur père, une étole de soie pour sa mère, une montre connectée pour la sœur, des chocolats fins pour les cousins. Même Damien a reçu une chemise griffée et les enfants de jolis jouets. Moi, je regardais chaque paquet s'ouvrir, chaque sourire s'élargir, jusqu'à ce que le sac soit vide. Et devant moi, rien, absolument rien. Un silence étrange s'est installé dans mon ventre alors que les conversations continuaient comme si de rien n'était. Pas un regard d'excuse, pas un mot maladroit. J'ai continué à sourire, figé, les mains posées sur mes genoux. Mes joues brûlaient, non de colère, mais d'une honte muette. Comment pouvait-il m'oublier ainsi ? J'étais pourtant la maîtresse de maison, la grand-mère de leurs enfants, la femme qui avait sacrifié ses économies pour aider Damien à acheter son premier appartement. Aurore a levé sa coupe de champagne pour porter un toast à la famille. Tous ont trinqué, sauf moi. Dans mon silence, une force ancienne est remontée, une dignité que je croyais perdue depuis la mort de mon mari. Car moi aussi, j'avais préparé quelque chose. Une enveloppe que j'avais gardée précieusement dans mon sac à main, hésitant à la révéler aujourd'hui. C'était un document connu de peu de gens, le testament actualisé de mon mari, que j'avais décidé de dévoiler après des années de discrétion. Je savais que son contenu allait transformer certains sourires en grimaces. Ce jour-là, alors qu'on venait de m'ignorer et de me humilier publiquement, j'ai compris qu'il était temps. Je me suis levée lentement, mes genoux protestant sous le poids des années. La nappe blanche frémissait sous mes doigts tremblants. Tous m'ont dévisagé, surpris que je mette un terme à leur petite fête. D'une voix douce mais ferme, j'ai dit « Merci pour ce repas, enfin pour ce que vous en avez fait. Moi aussi, j'ai quelque chose pour vous. » Je n'ai rien ajouté, laissant planer le mystère. Dans le silence qui s'est installé, je voyais l'inquiétude traverser les yeux d'Aurore. Elle savait que je ne faisais jamais de scène, que je gardais tout pour moi. Alors, si je parlais, c'est que j'avais une arme. Je n'ai pas encore ouvert l'enveloppe. J'ai simplement effleuré son coin, comme on touche une vérité qu'on s'apprête à révéler. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était plus moi qui subissais l'humiliation. C'étaient eux, suspendus à mes lèvres, redoutant ce que j'allais annoncer. Car parfois, la vengeance la plus silencieuse commence par un simple geste, sortir une enveloppe au milieu d'un dîner de Pâques. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe immédiatement. Je l'ai posée devant mon assiette, bien en vue, un simple rectangle de papier blanc qui soudain pesait plus que tous leurs cadeaux étincelants. Peu à peu, les conversations se sont éteintes, comme si chacun pressentait qu'un événement sérieux se préparait. Damien a été le premier à réagir. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Sa voix trahissait moins l'inquiétude que l'embarras. Il voulait que tout redevienne normal, que je range ce papier et que je me taise, comme j'avais toujours fait. Mais je n'étais plus cette femme-là. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « C'est ton père. » Un murmure a parcouru la table. Même les enfants ont cessé de jouer avec leurs nouveaux jouets. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, dépliant les pages que je connaissais par cœur. C'était le testament modifié par mon mari 2 ans avant sa mort. Personne, pas même Damien, n'avait jamais vu la version finale.
Mon mari, prévoyant, avait senti les tensions qui commençaient déjà à naître entre moi et Aurore. Il avait donc pris ses dispositions, sans m'en parler, pour ne pas alourdir mes inquiétudes. Il avait prévu que la maison familiale, celle que j'occupais seule depuis sa disparition, resterait ma propriété exclusive jusqu'à ma mort, sans possibilité de revente ou d'occupation par quiconque sans mon accord. J'ai lu à voix haute quelques extraits, pas tout, juste assez pour que chacun comprenne. Je lègue à mon épouse Marianne la pleine propriété de la maison située à Tarbes, ainsi que l'ensemble des comptes d'épargne constitués durant notre mariage. Notre fils Damien n'en héritera qu'après le décès de sa mère et à condition qu'il ait respecté ses devoirs filiaux. Le silence est devenu étouffant. Aurore a pâli, puis ses joues se sont empourprées. Elle a posé sa coupe de champagne un peu trop brutalement, éclaboussant la nappe. C'est ridicule, a-t-elle lâché. On ne parle pas de ce genre de choses un jour de fête. Je l'ai fixé calmement. Pourtant, il le faut aujourd'hui, plus que jamais. Car la vérité est que, depuis plusieurs mois déjà, j'avais remarqué leurs manœuvres. Ils m'avaient gentiment proposé de passer plus de temps avec eux. Mais derrière cette sollicitude se cachait une obsession, savoir si la maison était à mon nom ou au leur. Aurore posait des questions insistantes, comme par inadvertance. Tu n'as jamais pensé à mettre Damien copropriétaire, ou tu dois être fatigué de tout gérer seul? Je n'avais rien répondu. J'attendais. Et à présent, je voyais leur visage se décomposer sous la lumière crue de ces mots officiels. Damien s'est agité sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Maman, ce n'est pas le moment. Tu aurais pu nous en parler autrement. Par autrement, il voulait dire en privé, à voix basse, loin de ses témoins, ses beaux-parents. Mais je n'avais pas choisi un autre moment. Ce repas de Pâques, j'avais été effacée, ignorée, méprisée. Il pensait pouvoir me laisser dans l'ombre, me traiter comme un meuble qu'on oublie de dépoussiérer. J'avais décidé de leur rappeler qui j'étais. Le père d'Aurore toussa pour rompre le silence. Enfin, Marianne, vous savez, ce sont des affaires de succession. Vous avez encore de longues années devant vous, inutile de jeter de l'huile sur le feu. Je l'ai regardé comme on regarde un étranger. Ce n'était pas lui qui avait veillé mon mari malade pendant des nuits entières, ni celui qui avait pris soin que Damien ne manque de rien dans son enfance. Je n'avais pas besoin de leçons de patience. Aurore, elle, ne tenait plus en place. Ses mains tremblaient, mais sa voix claquait, tranchante. Alors c'est ça, vous voulez nous punir? Vous préférez donner vos biens aux banques plutôt qu'à votre fils? J'ai haussé un sourcil. Je ne punis personne. Je fais respecter la volonté de mon mari et j'ai décidé de suivre ses dernières volontés. Ce fut le moment où tout a basculé. Les enfants, assis plus loin, commencèrent à poser des questions innocentes. La petite, 8 ans, demanda « Maman, pourquoi mamie n'a-t-elle pas eu de cadeau ?» La vérité sortait de la bouche des enfants. Aurore rougit encore davantage. Damien se leva brusquement pour changer de sujet, mais le mal était fait. Tous les regards se tournèrent vers moi, mêlant pitié et gêne. J'ai continué. Vous m'avez oublié aujourd'hui, mais moi, je ne vous l'ai jamais oublié. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Damien, pour vous offrir un avenir. Pourtant, je vois bien dans vos yeux que je ne suis plus qu'un obstacle. Aurore serra les lèvres. Ses ongles grattèrent la nappe comme si elle cherchait à arracher quelque chose. J'ai cru un instant qu'elle allait se lever et quitter la table, mais elle resta figée, ses parents à ses côtés. Damien baissa les yeux. Je sentais qu'au fond de lui il comprenait la gravité de la situation, mais il resta silencieux. Son mutisme était la plus grande trahison. Je me suis rassise. J'ai doucement replié le testament et l'ai replacé dans l'enveloppe. Voilà, vous savez maintenant ce que vous cherchiez tant à deviner. Le dessert fut servi dans une atmosphère lourde, presque suffocante. Plus personne n'osait plaisanter. Les rires s'étaient éteints. La fête était finie avant même d'avoir réellement commencé. Dans mon cœur, quelque chose s'était refermé. J'avais toujours cru que le silence et l'amour suffisaient à maintenir la paix. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait parfois briser le silence, même si cela détruisait l'illusion d'une famille unie. Et au fond de moi, une certitude s'imposait. Ce n'était que le début. Le soir venu, lorsque la maison retrouva son calme habituel, je restai longtemps assise à table, seule devant les restes du repas. Les assiettes encore grasses, les verres vides, la nappe tachée de vin témoignaient d'une fête ratée. Je n'avais pas la force de tout ranger immédiatement. J'écoutais encore l'écho de leur voix, la crispation dans le ton d'Aurore, le silence coupable de Damien. J'aurais pu pleurer, mais non. Les larmes, je les avais déjà versées autrefois, lorsque mon mari s'éteignait à petit feu dans son lit d'hôpital. À cette époque, je me croyais vidée pour toujours.
Or ce soir-là, une autre énergie circulait en moi. Non pas la douleur, mais une colère froide et une lucidité implacable. Je savais que ce dîner de Pâques n'était pas une simple maladresse. Il révélait ce qui couvait depuis des années, une mise à l'écart, presque une stratégie. Je m'étais transformée à leurs yeux en gardienne encombrante d'un patrimoine qu'ils convoitaient. Le lendemain à l'aube, je sortis arroser les fleurs du jardin. Le parfum des lilas adoucissait l'air frais et m'aidait à réfléchir. J'avais besoin de me souvenir, de faire remonter des souvenirs anciens, ceux des premiers temps avec Aurore. Je l'avais accueillie comme une fille, heureuse que Damien ait trouvé une compagne, et je l'avais aidée à s'installer dans son premier appartement en achetant des meubles d'occasion et en repeignant les murs avec eux. Elle m'avait souri, reconnaissante, mais je me demandais maintenant si ce sourire n'était déjà qu'une façade. Le temps avait-il révélé une nature plus dure, plus avide? À 10 heures le téléphone a sonné, c'était Damien, et sa voix était tendue au bout du fil. « Maman, hier, tu n'aurais pas dû, m'a-t-il dit, tu nous as mis dans l'embarras devant tout le monde. » J'ai serré le combiné en colère et me suis demandé si, hier, quand personne n'avait pensé à moi, je n'avais pas eu droit à l'embarras moi aussi. Il a soupiré et a tenté de fuir mes reproches en me disant que j'exagérais et que ce n'était qu'un oubli, que peut-être Aurore avait préparé les cadeaux et fait une erreur. Une erreur? Vraiment, pensais-je, ou bien un geste calculé dont je percevais maintenant l'intention. J'ai gardé mon calme et j'ai rappelé à Damien tout ce que j'avais sacrifié pour lui, les nuits, la santé, les études et l'avenir que je lui avais permis d'avoir. Je lui ai dit clairement que je n'avais jamais rien demandé, mais que je ne me laisserais pas dépouiller vivante. Il a voulu protester et je l'ai interrompu pour lui révéler que son père avait prévu certaines choses et qu'il avait vu clair dans ce qui se tramait. Un silence pesant a suivi et Damien a raccroché, prétextant retourner au travail. Le jour suivant, une enveloppe impersonnelle arriva dans la boîte aux lettres, adressée à Madame Marianne D. À l'intérieur se trouvait le prospectus d'une agence immobilière dont le logo m'était familier, celui d'un agent qu'un ami d'Aurore fréquentait. L'offre était explicite, rachat rapide, estimation gratuite, solution pour vendre sans délai. Le message caché me glaça et je compris que ce n'était pas une coïncidence, mais une manœuvre pour me pousser à vendre. Le soir même, j'ai pris un cahier d'écolier oublié par mes petites enfants et j'ai commencé à noter chaque détail, chaque mot, chaque signe. Ce cahier allait devenir mon arme et le journal de ma vérité. Quelques jours plus tard, ma voisine me révéla qu'Aurore s'était rendue à la banque pour se renseigner sur des transferts anticipés de patrimoine, information qu'elle tenait d'une employée de l'établissement. J'ai feint l'indifférence, mais à l'intérieur une certitude grandissait, ce n'était pas seulement de l'ingratitude, c'était un plan pour m'écarter. On cherchait à me faire céder ou, pire, à me faire disparaître doucement, comme ces vieilles femmes qu'on enferme dans un silence. Je me rappelais alors une phrase qu'Aurore avait prononcée un jour presque en riant, selon laquelle ma maison se vendrait très bien à des Parisiens en quête d'authenticité. À l'époque j'avais trouvé ce commentaire anodin, aujourd'hui il sonnait comme une menace. J'ai pris une décision ferme, je ne céderai pas, j'observerai, je noterai et j'attendrai le moment propice pour révéler ce que j'avais découvert. Le soir, face au portrait de mon mari, je lui parlais comme autrefois et lui dis que l'on me croyait faible mais que je ne l'étais pas. La photo ne répondit pas, bien sûr, mais je sentis une force m'habiter comme si sa présence m'accompagnait encore. Ce fut le début de ma vengeance silencieuse. Une revanche qui ne se nourrirait ni de cris ni de violence physique. Elle se tisserait avec de la patience, de la clarté et la vérité mise à nu. Je savais déjà où appuyer pour leur faire le plus mal, là où leur appétit d'argent se révélait. Les jours suivants, j'ai continué mon quotidien comme si rien n'avait changé. Je me rendais au marché du samedi et je parlais avec la boulangère. Je coupais les lilas du jardin. Mais en moi, chaque mouvement était mesuré et chaque mot soigneusement choisi. Je m'étais juré de ne rien laisser deviner de mes soupçons. C'était ma façon de me protéger, feindre l'innocence pour mieux observer. Un soir, en sortant les poubelles, j'ai perçu la voix d'Aurore dans l'allée. Elle parlait au téléphone en pensant être à l'abri de toute oreille indiscrète. Je suis restée immobile derrière le portail entrouvert, retenant mon souffle. Ne t'inquiète pas, bientôt tout sera réglé. Elle commence à faiblir. Damien hésite encore mais je finirai par le convaincre. Avec la maison, on pourra enfin lancer ton projet. Un frisson glacé m'a traversé. Ton projet, à qui parlait-elle? Je n'ai pas osé bouger de peur qu'elle ne me voie. Mais j'avais entendu assez. Elle ne se contentait pas de convoiter la maison. Elle voulait l'utiliser pour financer autre chose, sans doute liée à cette sœur toujours collée à elle. Je suis rentrée tremblante mais étrangement lucide. J'ai recopié mot pour mot dans mon cahier.
Chaque détail pouvait un jour servir. Le dimanche suivant, Damien est venu seul me voir. Je l'ai reçu avec une tarte aux pommes comme lorsqu'il était enfant. Il a esquissé un sourire fatigué mais ses yeux fuyaient. Après quelques banalités, il a fini par se lancer. « Maman, tu sais, la maison est bien grande pour toi toute seule. Tu pourrais envisager de la vendre ou d'anticiper une donation. Comme ça, tu serais tranquille. » Ces mots étaient doux mais je reconnaissais la marque d'Aurore. J'ai bu mon café en silence avant de le fixer dans les yeux. « Damien, tu crois que je suis en paix quand j'entends mon fils répéter des phrases qui ne viennent pas de lui ?» Il a rougi et détourné le regard. J'ai senti sa honte mais aussi sa faiblesse. Aurore avait pris le dessus sur lui. C'était évident. Plus tard dans la semaine, un événement est venu transformer mes soupçons en certitude. Une lettre recommandée m'a été remise, venant d'un cabinet d'avocats au nom pompeux. À l'intérieur se trouvait un document étrange, une proposition de mandat de gestion sur ma maison, comme si j'avais déjà exprimé le souhait de la vendre. Mon nom y figurait mais la signature n'était pas la mienne. Je me suis assise, le papier tremblant entre mes mains. Quelqu'un avait osé imiter mon écriture. J'ai relu 3 fois, incrédule. Ils allaient trop loin. Ce n'était plus de simples insinuations ou pressions morales. C'était une falsification. J'ai aussitôt téléphoné à l'étude. Le clerc, surpris, m'a expliqué que Madame Aurore D., votre belle-fille, était passée nous voir. Elle a affirmé que vous aviez du mal à gérer vos affaires et qu'elle pouvait vous représenter. J'ai failli lâcher le combiné. Tout s'éclairait. Il voulait me faire passer pour une femme dépassée et vieillissante afin de m'évincer légalement. J'ai raccroché poliment mais en moi la colère grondait. Le soir même, je suis allé voir un notaire que je connaissais depuis longtemps, Maître Lafité, un homme sérieux à la voix posée. Je lui ai montré le document. Il a froncé les sourcils. « Marianne, c'est une tentative manifeste de manipulation. Personne ne peut vous représenter sans votre accord écrit et authentifié. Gardez cette lettre précieusement, elle servira de preuve. » Je l'ai remercié, soulagé de ne pas être folle, mais une rage froide montait en moi. Comment avait-il pu oser? En rentrant, j'ai trouvé Damien et Aurore assis dans mon salon. Ils avaient une clé, évidemment. Leur présence soudaine et sans prévenir m'a mise sur mes gardes. Aurore a affiché son sourire mielleux. « Marianne, nous pensions que tu avais besoin d'aide pour tes papiers. Nous voulons seulement ton bien. » Je l'ai fixée longtemps jusqu'à ce qu'elle baisse légèrement les yeux. Puis je répondis calmement, presque avec douceur. « Mon bien, alors pourquoi me trahissez-vous » Elle pâlit soudain. Damien se leva, mal à l'aise. « Maman, tu te fais des idées » Mais je n'insistais pas. Je sortis simplement de mon sac le document falsifié et le déposai sur la table sans un mot. Leurs visages se figèrent, et le choc fut visible, la preuve de leur trahison était là, noir sur blanc. Je ne criais pas, je ne pleurais pas. Je me contentais de dire « tout est noté et tout sera conservé ». Puis je les raccompagnai jusqu'à la porte. Ils ne protestèrent pas. Leur silence en disait long. Ce soir-là, en refermant la porte à double tour, je sus que la bataille venait de commencer. Mais je n'étais plus seule. J'avais le testament, un notaire digne de confiance et surtout, cette force intérieure qu'ils avaient gravement sous-estimée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais prête à aller beaucoup plus loin qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Le lendemain, je pris une décision qui allait changer le cours des choses. Je ne resterai plus simple spectatrice. J'avais trop longtemps supporté leurs humiliations et leurs manœuvres voilées. Désormais, je protégerai mes intérêts activement, mais en silence, sans jamais leur donner la moindre alerte. Je retournai voir Maître Lafité dans son bureau boisé, où l'odeur du vieux papier et de la cire donnait une impression de solidité rassurante. Je lui expliquai, je veux tout mettre au clair, que personne ne puisse me faire passer pour incapable ou vulnérable. Il me conseilla de rédiger une procuration très limitée pour mes comptes, mais surtout de déposer officiellement une copie du testament au greffe afin que nul ne puisse en contester l'existence. Je signai les papiers d'une main ferme. Ce jour-là, je me sentis moins seule, comme si la voix de mon mari résonnait dans cette pièce austère. « Protège-toi, Marianne. » De retour chez moi, je commençai à observer plus attentivement. Aurore venait de plus en plus souvent, toujours avec de faux sourires, apportant des gâteaux ou feignant de s'inquiéter pour ma santé, me demandant si la solitude dans cette grande maison ne me pesait pas trop. Chaque mot sonnait faux, mais je notais tout. Dans mon cahier, les phrases s'accumulaient comme les pièces d'un dossier judiciaire. Un soir, alors que je rangeais la vaisselle, mon téléphone vibra. Un message vocal laissé par erreur attira mon attention. Je reconnus la voix d'Aurore,
Damien, il faut qu'elle signe quelque chose. N'importe quoi. J ne vais pas attendre qu'elle disparaisse pour profiter de cette maison. Si elle refuse, on trouvera une autre façon. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Une autre façon. Qu'entendait-elle par là? Je sauvegardai le message et le transférai sur une clé USB. Une preuve supplémentaire. Quelques jours plus tard, ma voisine Claire, une femme discrète et observatrice, vint me voir. Elle me confia qu'elle avait croisé Aurore en ville, en pleine conversation avec un homme inconnu. Il parlait fort, Marianne, vente, répétait-il plusieurs fois, et il semblait question d'une somme rondelette. Je remerciai Claire. Elle ignorait à quel point ces mots confirmaient mes soupçons. La semaine suivante, je décidai de tendre un piège. J'invitai Damien et Aurore à dîner, prétextant vouloir tourner la page après les tensions de Pâques. Ils acceptèrent aussitôt, trop contents de croire que j'avais baissé la garde. Je préparai un repas simple, un potage, un poulet rôti et un clafoutis. J'avais posé sur la table une bouteille de vin rouge que Damien affectionnait pour donner le change. Tout semblait normal, mais avant leur arrivée, j'avais glissé un petit enregistreur numérique dans le buffet à côté de la table. Je voulais des preuves concrètes de leurs intentions. Le dîner commença dans une ambiance feinte de cordialité. Aurore riait fort, tandis que Damien faisait semblant de s'intéresser à mes histoires du marché. Puis, comme prévu, la conversation dériva. « Tu devrais penser à ton avenir, maman », dit Damien d'un ton faussement tendre. « Oui, renchérit Aurore, il y a des solutions modernes. Tu pourrais vendre la maison et garder l'usufruit d'un petit appartement en ville. Ainsi, tu serais tranquille et nous pourrions gérer le reste. » J'hésitai à voix basse. « Oh, je ne sais pas, ce n'est pas si simple. » Ils insistèrent, surtout Aurore, pressante. « Tu sais, Marianne, les vieilles maisons comme la tienne se dégradent vite. Un accident est si vite arrivé. Imagine un incendie ou une chute dans l'escalier. » Cette phrase, prononcée avec un sourire, avait le goût d'une menace. Mon sang se glaça, mais je gardai mon calme. Je acquiesçai comme si je considérais réellement leurs arguments. Une fois qu'ils furent partis, je récupérai l'enregistreur. Tout y était, les pressions, les allusions inquiétantes, la cupidité à nu. Mes mains tremblaient en réécoutant leur voix, mais ce n'était pas de la peur, c'était une étrange satisfaction. Enfin, j'avais la preuve de leur duplicité. Le lendemain, je retournai voir Maître Lafité avec l'enregistrement. Il l'écouta attentivement, hochant la tête. « Marianne, garde-le précieusement, dit-il. Si un jour il faut aller plus loin, cela pèsera lourd. » Je rentrai chez moi avec une nouvelle sérénité. Ils croyaient que je n'étais qu'une vieille femme fatiguée, facile à manipuler, mais je venais de leur tendre un miroir qui révélait leur vrai visage. Dans mon cahier, j'écrivis en lettres majuscules « Le piège commence à se refermer ». À partir de ce dîner, tout changea dans mon esprit. Je n'étais plus la victime passive. Je devenais stratège. Chaque sourire adressé à Aurore était calculé. Chaque silence devenait une arme. Elle, en revanche, montrait déjà des signes d'impatience. Les jours suivants, ses visites se firent de plus en plus fréquentes. Souvent, lorsque Damien était absent, elle venait prétexter apporter des croissants ou vérifier si j'avais besoin de courses. Mais derrière son masque de gentillesse, ses yeux fouillaient la maison, comme pour repérer ou installer ses meubles. Un après-midi, je la surpris dans mon bureau, en train de feuilleter des papiers sur mon secrétaire. « Oh, pardon, Marianne, je cherchais juste un stylo », dit-elle en sursautant. Je ne répondis pas. Je refermai doucement le tiroir sous ses yeux. Ce silence la terrifia plus qu'une accusation directe. Un soir, Claire, ma voisine, vint me prévenir, visiblement agitée. « Marianne, je préfère te prévenir. J'ai vu ta belle-fille entrer dans une agence immobilière en ville. Elle en est ressortie avec une liasse de documents. » Je souris tristement. Aurore ne se cachait même plus. Le lendemain, Damien m'appela. « Maman, Aurore pense qu'il serait utile de mettre la maison en vente discrètement, juste pour voir combien elle vaut. » Ce n'est qu'une estimation, rien de sérieux. Je répondis simplement, « D'accord. Faites donc. » Je savais déjà qu'il franchirait la ligne rouge et que chaque pas en avant accumulerait mes preuves. Une semaine plus tard, l'occasion se présenta. Aurore, pensant me piéger, m'invita à déjeuner chez eux. Je me rendis à ce rendez-vous en robe sombre, sobre, comme pour un événement officiel. Sur la table, entre le fromage et le dessert, elle sortit un dossier. « Marianne, regarde, ce sont des propositions très intéressantes. Si tu signes ici, l'agence pourra préparer le mandat de vente. » Je pris les papiers en main et remarquai une chose terrifiante. Ma signature y était déjà apposée.
maladroitement imitée au bas d'un document. Je levai les yeux vers elle. Elle rougit puis sourit nerveusement. Oh, sans doute une erreur de l'agent. Je reposai calmement le dossier. Oui, sans doute, murmurai-je, mais au fond de moi, quelque chose venait de se briser définitivement. On ne falsifiait pas ma signature par erreur. C'était la preuve ultime de leur trahison. Je ne dis rien de plus. Je finis mon café, remerciai poliment et rentrai chez moi. Le soir même, j'appelai maître Laffitte et lui apportai le dossier. Ses sourcils se froncèrent, témoignant d'une colère contenue. Maître Laffitte me regarda avec gravité. Marianne, ce document constitue une tentative de falsification et d'usage de faux. C'est extrêmement sérieux. Vous disposez de suffisamment d'éléments pour déposer plainte. Je ne répondis pas tout de suite. Porteur plainte aurait signifié ouvrir une guerre ouverte. J'hésitais encore, car malgré tout, Damien restait mon fils. Mais le destin allait décider pour moi. 2 jours plus tard, un événement inattendu survint. Claire, ma fidèle voisine, frappa à ma porte, le visage inquiet. « Marianne, tu ne vas pas le croire. J'étais au café du coin et j'ai surpris Aurore en conversation avec une amie. Elle disait clairement que tu ne tiendrais pas longtemps, que tu étais fragile et qu'il fallait accélérer les choses avant que la maison perde de sa valeur. » Ces mots me glacèrent. Non seulement elle convoitait ma maison, mais elle comptait sur ma disparition prochaine comme on attend un échéancier financier. Cette fois, je n'hésitais plus. Je repris tous mes documents, mes enregistrements, le message vocal et le dossier falsifié. Je constituai un classeur complet. Sans prévenir Damien ni Aurore, je retournai chez le notaire. « Maître, dis-je, je veux que tout soit enregistré officiellement et je souhaite également prendre rendez-vous avec un avocat spécialisé. Il est temps de protéger ma vie autant que mes biens. » Il hocha la tête, solennel. « Vous avez raison, Marianne. Votre silence jusqu'ici vous a protégé, mais maintenant il pourrait vous mettre en danger. » En rentrant chez moi, je ressentis un mélange étrange de peur et de soulagement. Peur, car je savais qu'ils ne reculeront devant rien. Soulagement, car je reprenais enfin ma place, celle d'une femme debout, refusant de se laisser effacer. Ce soir-là, dans mon cahier, j'écrivis d'une main ferme. « L'heure approche. Le masque va tomber. » Les jours s'étiraient dans un calme trompeur. Aurore continuait ses visites régulières. Damien jouait les médiateurs maladroits. Et moi, je laissais croire que je me laissais amadouer. Mais dans mon armoire, derrière une pile de draps, le classeur grossissait. Chaque page était une pièce du puzzle, faux papier, enregistrement, témoignage de Claire, message vocal. Je savais qu'il fallait frapper au bon moment, devant témoin, pour que nul ne puisse nier. Alors j'attendis l'occasion. Elle se présenta d'elle-même comme offerte par le destin. Aurore décida d'organiser un grand repas familial un dimanche midi pour apaiser les tensions. Elle avait invité ses parents, sa sœur, Damien évidemment, et insisté pour que je sois présente. « Ce sera l'occasion de tourner la page », avait-elle dit d'une voix douce au téléphone. Je n'hésitais pas. J'acceptai avec un ton presque joyeux. Elle crut que j'étais tombée dans son piège, mais c'était elle qui s'y précipitait. Le jour venu, je me vêtis avec soin. Une robe noire simple mais élégante. Mon collier de perles, celui que Paul m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. Je voulais qu'il voie non pas une vieille femme fatiguée, mais une présence digne et presque solennelle. La maison d'Aurore était animée. Les odeurs de gratin et de rôti emplissaient l'air. Les rires fusaient de toutes parts. Je serrai des mains et embrassai mes petits-enfants. Au début, tout se déroula dans une atmosphère cordiale. On parlait de la vie quotidienne, de l'école, de projets divers. Aurore multipliait les attentions. Elle me servait du vin, me proposait du pain, me demandait si j'avais bien dormi. Tout sonnait faux, mais je répondais avec politesse. Puis, au moment du fromage, elle fit glisser le sujet qu'elle préparait. « Marianne, tu sais, nous avons beaucoup réfléchi avec Damien. Tu ne devrais pas rester seule dans cette grande maison. Nous pourrions la vendre et acheter quelque chose de plus pratique pour toi. » Je sentis le regard de Damien sur moi, chargé d'attente, presque suppliant. Autour de nous, la conversation s'était interrompue. C'était le moment qu'ils avaient choisi pour exercer leur pression, devant témoins. Je pris mon temps, essuyai mes lèvres et bus une gorgée d'eau. Puis, calmement, je déclarai « Vous avez raison, et la maison est grande et j'ai justement pris certaines dispositions. » Un sourire rapide traversa le visage d'Aurore. Mais il se figea quand je sortis de mon sac le classeur épais. Je le posai sur la nappe blanche. Le bruit sec du cuir fit sursauter quelques verres.
Voici ce que j'ai rassemblé, poursuivis-je. Des documents, des enregistrements, des preuves. Je ne voulais pas en arriver là, mais vous m'y avez forcé. Un silence lourd s'abattit sur la table. Les enfants, intrigués, cessèrent de gigoter. Les parents d'Aurore échangèrent des regards inquiets. J'ouvris le classeur à la première page. Une copie du mandat falsifié, avec ma signature imitée. Regardez bien. On a présenté ce document comme signé par moi. Or, je n'ai jamais apposé cette signature. Je tournai la page et sortis la retranscription du message vocal. Je fis jouer l'enregistrement depuis mon téléphone posé sur la table. La voix d'Aurore résonna, nette et implacable. Je ne vais pas attendre qu'elle claque pour profiter de cette maison. Un frisson parcourut l'assemblée. Le père d'Aurore se redressa, bouche vide. Sa mère porta la main à sa bouche. Damien pâlit, les yeux fixés sur sa femme comme s'il découvrait tout pour la première fois. « Aurore, c'est toi » murmura-t-il. Elle bafouilla, nia et accusa un montage, mais son trouble la trahissait. Je poursuivis sans faillir. Je sortis les notes de Claire, les captures d'écran, les preuves de ses visites à l'agence immobilière. Chaque pièce tombait comme un coup de marteau. Vous m'avez humilié à Pâques en m'oubliant volontairement. Vous avez tenté de me manipuler et de me faire passer pour une vieille femme incapable. Aujourd'hui, devant tout le monde, je rends vos actes visibles. Aurore se leva, rouge de colère. Tu mens, tu nous salis exprès. Je la regardai, immobile et calme. Non, Aurore, je ne fais que montrer ce que tu voulais cacher. Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Puis, contre toute attente, la voix de Damien s'éleva, cassée mais ferme. Maman a raison, tu es allé trop loin. Un choc. Pour la première fois, il se plaçait de mon côté. Aurore hurla, nia encore, mais ses propres parents détournaient les yeux, honteux. Je sus alors que le masque était tombé. Ma vengeance silencieuse avait porté son premier fruit. Après ce déjeuner mémorable, plus rien ne fut jamais pareil. Les jours suivants, Damien ne m'appela pas. Pas un mot, pas un message. Le silence était plus cruel que les accusations d'Aurore. J'imaginais leur dispute derrière les murs de leur maison. Peut-être Damien m'en voulait-il d'avoir tout révélé devant témoins. Peut-être me reprochait-il d'avoir humilié sa femme à ses yeux. Un soir, on frappa à ma porte. J'ouvris et le vis. Son visage portait les traces d'une nuit blanche, ses yeux rouges et ses mains nerveuses. Il entra sans un mot et s'assit à la table de la cuisine. « Maman » sa voix se brisa, elle dit que tu as inventé tout ça, que tu as manipulé la situation. J'ai voulu la croire, mais je n'y arrive plus. Je le regardai longuement. Mon fils, mon unique enfant, partagé entre deux loyautés. Damien, tu as entendu de tes propres oreilles ce qu'elle a dit. Tu as vu ces documents? Tu crois que j'aurais falsifié ma propre signature? Il baissa la tête. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Je suis désolé, maman. J'ai fermé les yeux trop longtemps, murmura-t-il. Elle m'a menacé de partir avec les enfants si je ne la soutenais pas. Mon cœur se serra. Voilà pourquoi il se taisait, pourquoi il subissait. Il craignait de perdre ses enfants. Je lui posai la main sur l'épaule. Damien, tu as une responsabilité. Pas envers moi, mais envers eux, tes petits. Veux-tu qu'ils grandissent dans le mensonge et la manipulation? Il hocha la tête, incapable de parler. Puis il partit dans la nuit. Les jours passèrent. La nouvelle de ce fameux repas se répandit comme une traînée de poudre. À Tarbes, les langues allaient vite. Les parents d'Aurore évitaient désormais de me croiser au marché. Sa sœur détournait le regard. Quant à Aurore, je savais qu'elle me détestait pour avoir brisé son image parfaite. Un après-midi, alors que je revenais de la poste, je l'aperçus. Elle me fixa avec des yeux brûlants de haine. Elle s'approcha et murmura entre ses dents, « Tu crois avoir gagné? Tu n'as fait que signer ta solitude. » Puis elle s'éloigna, ses talons claquant sur les pavés. Ces mots me hantèrent tout le soir. Oui, j'avais gagné, mais à quel prix? Je me sentais plus seule que jamais. Mon fils venait me rendre des visites furtives, chargées de culpabilité et sans joie. Mes petits-enfants m'étaient tenus à distance par Aurore. La maison résonnait du vide. Pourtant, une force étrange m'habitait. Je me savais vivante, debout. J'avais prouvé que l'âge n'efface pas la force, que les vieilles femmes pouvaient encore se défendre et n'étaient pas des proies faciles. Un soir d'avril, j'ouvris les fenêtres. Le parfum des lilas envahit le salon. Je pensai à Paul, à son sourire tranquille, et murmurai, « Tu vois mon amour, je n'ai pas cédé. » Mais qu'il était lourd, ce silence. Et dans ce silence, je compris quelque chose, ma vengeance n'était pas seulement pour moi.
Elle était un message pour toutes ces femmes de mon âge qu'on croit faibles, dociles, incapables. Moi, j'avais choisi de me lever, mais la guerre n'était pas terminée. Aurore préparait déjà ses représailles. J'en étais sûre et cette fois, je savais qu'elle n'hésiterait pas à franchir une ligne encore plus sombre. Sa fierté blessée et son avidité contrariée la rendaient imprévisible. Je n'imaginais pas qu'elle irait aussi loin. Un soir, en rentrant du marché avec mon cabas, je trouvai la porte de ma maison entr'ouverte. J'ai d'abord cru à un oubli, mais l'odeur âcre dans l'air me alerta. Dans la cuisine, le gaz était ouvert sans flamme. Une simple étincelle aurait suffi. Mes jambes se dérobèrent. Je fermai d'un geste la manette et m'adossai au mur. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes oreilles. Était-ce un accident? Je n'y crus pas une seconde. Moi qui vérifiais toujours 2 fois avant de sortir, jamais je n'aurais laissé le gaz ouvert. J'appelai Claire, ma voisine, pour lui confier mes soupçons. Elle me dit, « Marianne, je ne veux pas t'effrayer, mais cet après-midi j'ai vu Aurore rôder autour de chez toi avec un trousseau de clés. » Tout s'éclaira dans mon esprit. Elle avait osé. Je ne perdis pas de temps. Je contactai Maître Lafité et, sur ses conseils, je portai plainte. La gendarmerie prit ma déposition, nota mes preuves, mes enregistrements, le document falsifié et maintenant cet incident. Ils promirent d'enquêter, mais je savais qu'il faudrait plus que des soupçons. Il fallait la prendre en flagrant délit. Alors, j'installai un piège. Avec l'aide de Claire, je posai une petite caméra discrète dans mon couloir. Je continuai à vivre normalement, laissant croire que j'étais effrayée mais passive. Quelques jours plus tard, la caméra filma ce que je redoutais. Aurore entra chez moi, croyant la maison vide. Elle fouilla les tiroirs, ouvrit les placards, chercha des documents. À un moment, elle emporta même mon carnet de notes, celui où j'avais tout consigné. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà fait des copies rangées chez le notaire. Quand je montrai la vidéo à Maître Lafité, il me regarda avec gravité. « Marianne, c'est suffisant, dit-il. Avec toutes les preuves accumulées, la justice ne pourrait plus fermer les yeux. » Pourtant, je n'avais pas encore agi, car un dernier élément allait faire éclater la vérité. Un dimanche, Damien vint seul, l'air encore plus fatigué qu'avant. Il posa sa tête entre ses mains à ma table. « Maman, Aurore a changé, dit-il. Elle crie sans cesse et m'accuse de la trahir. Elle affirme que tu l'as montée contre moi. Hier soir, elle a dit quelque chose qui m'a glacé. » Il leva les yeux, rouges d'inquiétude. Elle a dit, « Ta mère ne verra pas l'été. » Un frisson me parcourut. Enfin, les mots clairs sans masque. Je pris la main de Damien. « Mon fils, ce n'est plus seulement de la cupidité, c'est de la haine. Tu ne peux plus fermer les yeux. » Il hocha la tête, brisée. Alors, j'ouvris mon classeur et lui montrai tout. La vidéo, le message vocal, les documents falsifiés. Au fil des preuves, son visage passa de l'incrédulité à l'horreur. « Mon Dieu, qu'a-t-elle fait de moi ?» murmura-t-il. Ce soir-là, Damien repartit avec une copie des preuves. Pour la première fois, je n'avais plus besoin de me battre seule. Mais Aurore, loin de se calmer, préparait déjà son dernier coup. Quelques jours plus tard, je reçus une convocation étrange. Une prétendue visite médicale obligatoire, soi-disant demandée par ma caisse de retraite. Le papier était mal rédigé, l'adresse inexistante. J'ai compris qu'elle voulait m'attirer dans un piège. Je n'y suis pas allée, mais j'ai gardé le document. Encore une preuve. La tempête approchait. Je le sentais dans chaque fibre de mon corps. Bientôt, tout se jouerait et, malgré la peur, une détermination brûlait en moi. Je ne voulais pas seulement survivre. Je voulais que son masque tombe devant tous, de manière irréversible. Le jour de l'affrontement arriva plus vite que prévu. La gendarmerie me convoqua. Damien, armé de toutes les preuves que je lui avais confiées, avait enfin déposé une plainte officielle. Les enregistrements, la vidéo de la caméra, les documents falsifiés, tout était là. Aurore ne pouvait plus nier. Elle fut convoquée à son tour. Ce fut un choc pour la petite ville. L'épouse parfaite, la belle-fille souriante, traînait devant les autorités. Ses parents, effondrés, tentaient de défendre l'indéfendable, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Le jour de l'audience préliminaire, j'entrai dans la salle du tribunal de Tarbes, vêtue de noir, le regard droit. Aurore était là, pâle, les yeux lançant des éclairs de haine. Damien, assis à quelques mètres d'elle, n'osait plus la regarder. Le procureur énonça les charges, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, violation de domicile, mise en danger de la vie d'autrui. Chaque mot résonnait dans la salle comme un coup de tonnerre.
Quand ce fut mon tour de parler, je me levai. Ma voix trembla légèrement, mais je ne baissai pas les yeux. Je ne suis qu'une femme de 70 ans, veuve, qui a travaillé toute sa vie pour élever son fils et préserver le toit qu'elle partageait avec son mari. Je n'ai jamais cherché le conflit. Mais lorsque ceux que l'on aime deviennent des prédateurs, il faut savoir se défendre. Je sortis mon cahier, celui où j'avais tout consigné. Je l'ouvris et lus quelques phrases d'Aurore recopiées de mémoire. Son venin résonnait maintenant dans la salle d'audience. Personne ne pouvait plus détourner le regard. Aurore tenta de se défendre, criant au complot, accusant Damien de l'avoir trahi et moi de l'avoir piégé. Mais chaque preuve déposée par le procureur contredisait ces mots. Le juge l'interrompit sèchement. « Madame, vos dénégations ne tiennent pas face à de tels éléments. » Je ne souris pas. Je ne jubilais pas. Voir une femme, même cruelle, se débattre dans sa propre toile reste toujours une tragédie. Mais il fallait que justice soit rendue. À la sortie du tribunal, la presse locale avait déjà flairé l'histoire. Une veuve tarbise déjoue la cupidité de sa belle-fille, titraient certains journaux. Moi, je voulais simplement retrouver mon silence, mon jardin, mes lilas. Damien vint me voir dès le soir même. Ses traits étaient tirés, mais son regard était clair. Il prit ma main avec la douceur d'un enfant. « Pardonne-moi, maman, dit-il. J'ai été aveugle trop longtemps. » Je le serrai contre moi. Les blessures étaient profondes, mais ce geste ouvrait une brèche vers la réconciliation. Je savais qu'il lui faudrait du temps pour se libérer complètement de l'emprise d'Aurore. Mais au moins, le vernis avait craqué. Les semaines passèrent. Aurore, mise en examen, se retrouva isolée, rejetée même par ses propres parents. Damien obtint la garde provisoire des enfants. La maison, mon bien le plus précieux, était désormais protégée, blindée juridiquement. Un soir, seule dans mon salon, j'écrivis ces mots dans mon cahier. On me croyait vieille et docile. On pensait que je me laisserais effacer, comme tant de femmes avant moi. Mais j'avais choisi de parler, d'agir. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie. Puis je relevai la tête, comme si je m'adressais à toutes celles qui vivent quelque part la même humiliation silencieuse. À vous, femmes que l'on oublie, que l'on piétine, que l'on traite comme un poids inutile. Sachez que votre âge n'est pas une faiblesse, c'est une force. Vous avez vu plus de choses que vos bourreaux ne verront jamais. Vous portez en vous la mémoire, l'expérience, la dignité. Ne laissez personne vous voler ce qui vous reste. Ne laissez pas les autres écrire votre histoire. Car parfois, la victoire commence par un simple geste, dire non. Je refermai le cahier. Dehors, la nuit enveloppait le jardin. Les lilas embaumaient toujours l'air. Je me sentis, pour la première fois depuis longtemps, en paix.